Je vais être honnête avec vous dès le début. Ce que je regarde en ce moment sur mes écrans, ce qui défile sous mes yeux via les dépêches diplomatiques et les rapports classifiés, c'est au-delà du rationnel. C'est le genre de scénario que même les auteurs de fiction politique n'oseraient pas écrire parce qu'on leur dirait que c'est trop gros, trop rapide, trop violent. Mais la réalité, elle, ne s'embarrasse pas de vraisemblance. Ce qui se passe en ce moment même au Moyen-Orient n'est pas juste une escalade, c'est une explosion, une déflagration qui est en train de redessiner la carte du monde en temps réel, sous nos yeux, alors que la plupart des gens continuent leur vie comme si de rien n'était. Nous avons franchi un cap. Le conflit ne couve plus, il hurle. Il y a maintenant 18 pays impliqués. 18. Vous imaginez le chaos logistique, militaire et politique que cela représente? C'est une toile d'araignée qui s'étend sur tout le globe. Et au centre de cette toile, il y a une nouvelle qui vient de tomber, une information tellement lourde de conséquences qu'elle pourrait bien être l'étincelle finale. Donald Trump ne se contente plus de menaces aériennes ou de sanctions économiques. Non, nous avons appris qu'une offensive terrestre américaine est en préparation. Mais attendez, ne fermez pas cette page, parce que les détails de ce plan sont d'un machiavélisme absolu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer des Marines, c'est bien plus tordu. Et c'est ce détail précis qui risque de provoquer l'impensable, l'entrée en guerre de la Turquie. Mais pas aux côtés de l'OTAN, pas aux côtés des États-Unis. Non, la Turquie pourrait basculer du côté de l'Iran. Si cela arrive, si Erdogan décide que sa survie politique et l'intégrité de son pays passent par une alliance avec Téhéran contre Washington, alors tout ce que nous connaissons de l'ordre mondial depuis 70 ans s'effondre. C'est la fin de l'Alliance Atlantique telle qu'on la connaît. Et comme si ce n'était pas suffisant pour vous donner des sueurs froides, des informations critiques concernant la CIA viennent de fuiter, jetant une lumière totalement nouvelle et franchement terrifiante sur les récentes attaques iraniennes contre les pays arabes. On nous a vendu une histoire de terrorisme aveugle, mais la réalité des faits est beaucoup plus sombre. Accrochez-vous, parce que nous allons plonger dans les entrailles de cette bête. Nous allons décortiquer ce qui se passe réellement, loin des titres aseptisés des journaux télévisés. Regardons cette liste. 18 nations. C'est vertigineux. Chaque jour, un nouveau drapeau s'ajoute à cette coalition du chaos. Et le prochain sur la liste, c'est la Turquie. Imaginez un instant la scène. Ankara, membre clé de l'OTAN, deuxième armée de l'Alliance, qui retourne ses canons contre les intérêts américains. Pourquoi ? Parce que le plan d'attaque révélé hier par Donald Trump touche au nerf le plus sensible de la psyché turque. C'est une ligne rouge tracée avec du sang. Si les États-Unis mettent ce plan à exécution, les représailles turques seront immédiates, et elles seront féroces. Mais avant de vous expliquer pourquoi Erdogan est prêt à tout faire sauter, je dois vous parler d'une autre révélation qui change absolument tout à la lecture du conflit. C'est une information qui vient de suinter des services de renseignement, une de ces vérités qu'on essaye d'étouffer, mais qui finit toujours par remonter à la surface comme une tache d'huile. Cela concerne l'Arabie Saoudite. Vous vous souvenez des images ? 2 drones frappant ce qu'on nous a présenté comme l'ambassade américaine à Riyad. Les flammes, la fumée noire montant dans le ciel bleu du désert, les sirènes hurlant dans la capitale saoudienne. Les témoins parlaient d'explosions sourdes, de panique. Immédiatement, la machine médiatique s'est emballée. Donald Trump a tweeté des menaces de vengeance biblique. En Europe, et particulièrement en Allemagne ou en France, les éditorialistes se sont étranglés d'indignation. Comment l'Iran ose-t-il frapper une ambassade? C'est un crime contre le droit international, c'est sacré, une ambassade. On a parlé de barbarie, d'attaques contre des civils innocents, de diplomates en danger. C'était le récit parfait. Les méchants Iraniens contre le monde civilisé. Sauf que ce récit est faux, ou du moins, il est terriblement incomplet. Ce que l'on découvre aujourd'hui, grâce à une dépêche de l'agence Reuters, qui a l'effet d'une bombe à fragmentation dans les milieux du renseignement, c'est que la cible n'était pas une simple chancellerie où l'on tamponne des visas. Non, c'était une couverture. L'ambassade abritait en réalité une station majeure de la CIA, une centrale d'espionnage et d'opérations clandestines en plein cœur du royaume saoudien. Les sources proches du dossier ont confirmé à Reuters que ce sont bien les infrastructures de l'agence de renseignement qui ont été visées et touchées par les drones iraniens. La CIA, fidèle à sa légende, refuse tout commentaire. Le silence est leur meilleure arme, mais ici, il sonne comme un aveu. Réfléchissez à ce que cela implique. L'attaque a eu lieu lundi, juste après les frappes conjointes américano-israéliennes sur l'Iran du samedi précédent. Ce n'était pas un acte aveugle de terreur. C'était une frappe chirurgicale de contre-espionnage. C'était un message envoyé par Téhéran à Washington. Nous savons où vous êtes. Nous savons où vous cachez vos yeux et vos oreilles. Et nous pouvons vous atteindre. Les Américains avaient transformé une enceinte diplomatique en forteresse d'espionnage.
Et maintenant, ils jouent dans les victimes indignées parce que leur couverture a sauté. Cela change totalement la perspective sur la stratégie iranienne. Ils ne frappent pas au hasard pour semer la peur, ils visent méthodiquement les infrastructures qui permettent aux États-Unis de projeter leur puissance dans la région. Ils essaient d'aveugler le géant américain en crevant ses yeux, un par un, base par base, qu'elle soit officielle ou secrète. Mais je veux faire une pause ici. Je veux que l'on s'arrête une seconde sur ce sentiment étrange que vous ressentez peut-être, ce mélange de surprise et de cynisme. On se dit « Ah, encore un mensonge ». Mais au fond, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature même de la vérité dans ces sphères de pouvoir ? Pensez-y un instant. Nous vivons dans un monde où la façade est devenue plus importante que la fondation. On nous montre une ambassade, un lieu de paix, de dialogue, de protection des citoyens. Mais derrière les murs de marbre et les drapeaux qui flottent au vent, il y a des serveurs qui tournent, des agents qui planifient des coups d'État, des écoutes illégales. C'est la dualité éternelle du pouvoir. Il doit se présenter comme vertueux pour être accepté, mais il doit agir de manière vicieuse pour survivre. C'est une leçon brutale sur la confiance. Nous avons tendance à croire aux étiquettes. Si c'est écrit « ambassade », c'est une ambassade. Si c'est écrit « information », c'est la vérité. Mais dans le jeu des trônes mondiaux, l'étiquette n'est qu'un leurre. C'est une distraction pour l'œil pendant que la main effectue le tour de magie. La question qui me hante, et qui devrait vous hanter aussi, c'est combien d'autres vérités acceptons-nous chaque jour qui ne sont que des façades en carton-pâte dissimulant des machineries de guerre ? Est-ce que nous sommes devenus trop confortables dans nos illusions pour exiger de voir ce qu'il y a derrière le rideau ? Cette révélation sur la CIA n'est que l'apéritif. Le plat de résistance, celui qui est en train d'être servi dans les salles de commandement du Pentagone, est bien plus indigeste. Nous parlons maintenant de l'offensive terrestre. Vous savez, depuis le Vietnam, depuis l'Irak, l'Amérique a une peur panique des body bags, ces sacs mortuaires qui reviennent au pays drapés dans la bannière étoilée. C'est le cauchemar de tout président. Trump le sait. Il sait que s'il envoie des milliers de jeunes de l'Ohio ou du Texas mourir dans les montagnes iraniennes, sa base électorale va le lâcher. Alors, il a conçu un plan différent, un plan que le journal allemand Bild a qualifié d'extrêmement brisant. L'idée est simple, cynique et potentiellement catastrophique. Faire la guerre au sol sans soldats américains. Comment ? En utilisant les autres. En utilisant ceux qui n'ont rien à perdre et tout à espérer. Les États-Unis ne prévoient pas d'envoyer leurs propres troupes en première ligne. À la place, ils comptent armer, financer et diriger les Kurdes qui luttent pour leur indépendance dans l'ouest de l'Iran. C'est de la sous-traitance de guerre à grande échelle. Faisal Hawrami, un reporter kurde respecté, a lâché l'information sur Twitter. Les États-Unis et Israël semblent poursuivre un plan concret dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran. Il rapporte même qu'un bureau des renseignements des gardiens de la Révolution a été pulvérisé lors d'une attaque américano-israélienne. CNN a confirmé. Ils ont diffusé des reportages expliquant que Trump veut utiliser les forces d'opposition kurdes comme fer de lance. Imaginez la scène. Des convois d'armes ultra-modernes, des systèmes de communication cryptés, des renseignements satellites en temps réel, tout cela livré à des milices qui rêvent depuis des décennies d'avoir leur propre État. Un analyste sur CNN expliquait très calmement que les forces d'opposition kurdes s'attendent à lancer une opération terrestre dans les tout prochains jours. Trump aurait même personnellement appelé le leader du KDPI, l'un des principaux partis d'opposition kurdes iraniens. Une conversation qualifiée de positive. Vous vous rendez compte ? Le président des États-Unis appelle directement un chef de milice insurgé pour coordonner une invasion. C'est une bombe géopolitique. Trump veut transformer les Kurdes en une armée par procuration, une proxy army dopée aux stéroïdes technologiques américains. Sur le papier, pour un stratège de Washington assis dans un bureau climatisé, ça ressemble au plan parfait. On affaiblit l'Iran, on ne perd pas de soldats américains, et on utilise la frustration locale comme carburant. C'est efficace, c'est économique. Mais c'est là que la réalité du terrain va venir percuter la théorie de plein fouet. Parce qu'en armant les Kurdes, Trump ne fait pas qu'attaquer l'Iran. Il allume une mèche qui court directement jusqu'au baril de poudre sur lequel est assis Erdogan. Cela nous amène à une réflexion nécessaire sur la stratégie et ses conséquences involontaires. C'est fascinant, n'est-ce pas ? On pense résoudre un problème A, l'Iran, en utilisant un outil B, les Kurdes, sans voir que l'outil B va créer un problème C, la Turquie, qui est 1000 fois pire que le problème A. C'est l'histoire de l'apprenti sorcier qui se répète encore et encore. Dans la vie, comme en politique, nous sommes souvent obsédés par la victoire immédiate, par le coup tactique. On cherche le raccourci. Trump cherche le raccourci. Je ne veux pas envoyer mes soldats, alors je vais payer quelqu'un d'autre. C'est la tentation de la facilité.
Mais avez-vous remarqué que les solutions de facilité se paient souvent avec des intérêts exorbitants plus tard? On appelle cela l'effet Cobra. À l'époque coloniale en Inde, les Britanniques voulaient réduire le nombre de cobras. Ils ont offert une prime pour chaque serpent tué. Résultat, les gens se sont mis à élever des cobras pour toucher la prime. Quand les Britanniques ont compris et arrêté de payer, les éleveurs ont relâché les serpents et il y en avait plus qu'avant. Trump est en train d'élever des cobras. Il pense maîtriser le jeu, mais il ne voit pas que chaque action dans un système complexe crée des ondes de choc imprévisibles. La question est, quand nous prenons des décisions intelligentes pour éviter la douleur à court terme, sommes-nous prêts à affronter l'agonie à long terme qu'elles engendrent inévitablement? Revenons à ce cauchemar géopolitique, les Kurdes. Pour nous, occidentaux, ce sont souvent les héros oubliés, ceux qui ont combattu Daesh, les peshmergas courageux. Mais pour la Turquie, pour Erdogan, c'est l'ennemi existentiel numéro 1. Il y a environ 20 millions de Kurdes en Turquie. Pour l'État turc, tout renforcement du nationalisme kurde, où que ce soit, est une menace mortelle pour l'intégrité de la Turquie. Erdogan combat le PKK avec une violence inouïe. Il traque les Kurdes en Syrie, en Irak. Pour lui, ce sont des terroristes. Point final. Il n'y a pas de nuance. Maintenant, placez-vous dans la tête d'Erdogan. Il voit son allié américain, le leader de l'OTAN, s'apprêter à donner des armes de pointe, des missiles, des technologies de communication à son pire cauchemar. Il voit se former à sa frontière une armée kurde surpuissante, légitimée par Washington, entraînée par le Pentagone. Que croyez-vous qu'il va se passer? Vous pensez qu'il va rester assis à boire du thé en regardant CNN? Erdogan sait pertinemment que ses armes, une fois la guerre en Iran terminée, ou même avant, seront tournées vers la Turquie. Il sait que si les Kurdes gagnent en autonomie ou en territoire en Iran, cela galvanisera les Kurdes de Turquie. C'est l'effet domino qu'il redoute depuis toujours. Alors, je vous le signe, ici et maintenant. Si Trump arme les Kurdes pour cette offensive, Erdogan va craquer. Il va tirer la prise. Il ne pourra pas tolérer ça. Il interviendra. Et il n'interviendra pas pour aider les Américains. Il interviendra pour écraser cette armée kurde naissante. Et s'il faut pour cela s'allier tactiquement avec l'Iran, il le fera. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est la règle d'or au Moyen-Orient. La Turquie possède l'une des armées les plus puissantes de l'OTAN. Imaginez des F-16 turcs engageant des forces soutenues par les États-Unis. Imaginez des chars turcs roulant pour bloquer une offensive planifiée par la CIA. C'est le scénario catastrophe. Israël a déjà prévenu. Après l'Iran, la prochaine menace, c'est la Turquie. Les lignes de fracture sont en train de bouger à une vitesse tectonique. Si la Turquie entre dans la danse, la Syrie suivra et le chemin vers Israël sera grand ouvert. On parle d'un conflit qui s'étendra du golfe Persique à la Méditerranée. Et selon CNN, tout cela pourrait commencer dans les 24 ou 48 heures. Nous sommes au bord du précipice, les orteils dans le vide, et le vent souffle fort. C'est fascinant de voir comment les alliances, que l'on croit gravées dans le marbre, sont en réalité écrites dans le sable. L'OTAN, cette alliance indestructible, pourrait se fracasser sur l'écueil de l'intérêt national pur et dur. Cela nous force à regarder la nature humaine en face, la loyauté. Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce une vertu absolue ou juste un calcul temporaire? Erdogan est loyal à l'OTAN tant que l'OTAN sert ses intérêts ou ne menace pas sa survie. Dès que l'équation change, la loyauté s'évapore. Nous voyons cela en politique internationale, mais n'est-ce pas aussi vrai, d'une manière plus subtile, dans nos propres vies? Combien de relations, professionnelles ou personnelles, reposent sur une convergence d'intérêts plutôt que sur une véritable connexion? Nous aimons croire que nous sommes fidèles, mais si notre survie était menacée, si notre territoire intime était en danger, combien d'entre nous trahiraient leurs alliés d'hier? La géopolitique n'est rien d'autre que la psychologie humaine projetée sur une carte géante. C'est brutal, c'est laid, mais c'est un miroir. La question qui tue, c'est qui sont vos vrais alliés? Et jusqu'où irait-il pour vous avant de décider que vous êtes devenu un passif? La panique ne se limite pas aux analystes ou aux journalistes. Elle a infiltré le cœur même du pouvoir américain. Trump tient des réunions de sécurité quotidiennes, des briefings classifiés où une poignée de sénateurs triés sur le volet sont informés de la marche vers la guerre. Et ce qui filtre de ces réunions est terrifiant. Ce n'est pas de la préoccupation, c'est de la terreur pure. Regardez le sénateur Blumenthal. Après le meeting d'hier, il est sorti le visage défait. Il a déclaré mot pour mot être plus inquiet que jamais. Il parle de doutes massifs sur cette offensive terrestre. Quand un homme qui a accès aux secrets les plus sombres de l'État sort d'une pièce en tremblant, ce n'est pas bon signe. Et puis il y a le sénateur Schumer. Lui, il est allé plus loin. Il a dit que Trump n'avait aucune stratégie, que les objectifs changent toutes les minutes. Selon lui, le président ne sait même pas pourquoi l'Amérique mène cette guerre.
C'est l'image d'un capitaine ivre à la barre d'un pétrolier en pleine tempête. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec Schumer. Je ne pense pas que Trump ne sache pas pourquoi il fait ça. Je pense qu'il le sait très bien, mais que la raison est inavouable. Il y a cette théorie qui circule, persistante, sombre comme une nuit sans lune. La théorie selon laquelle Trump serait tenu par des dossiers compromettants, peut-être liés à l'affaire Epstein, peut-être détenu par des services étrangers, peut-être même par Israël. Je sais, ça sonne comme du complotisme de bas étage, mais regardez les faits. Regardez l'errance, les revirements, la frénésie. Trump cherche des excuses, il change de cible comme de chemise. Un jour, c'est les sites nucléaires, le lendemain, c'est une offensive kurde. Le sommet de cette folie a été atteint quand il s'en est pris à l'Espagne. Oui, l'Espagne. Un allié fidèle, européen, pacifique. L'Espagne a exprimé des réserves, elle ne veut pas être entraînée dans ce bourbier. La réaction de Trump, une menace directe, brutale, de type mafieux. Il a dit que l'Espagne ne pouvait pas lui interdire d'utiliser les bases militaires sur son sol. Si je veux, j'envoie mes avions et je prends ce que je veux. C'est ce qu'il a dit en substance. C'est une négation totale de la souveraineté nationale. Pour moi, ça sonne presque comme une déclaration de guerre à un allié. Et le pire, le chancelier allemand, dans ce scénario hypothétique, imaginons Friedrich Merz, était assis juste à côté. Et qu'a-t-il fait? Rien. Un sourire gêné, le regard fuyant, aucune colonne vertébrale. C'est l'image de la soumission totale de l'Europe face à l'impérium américain qui part en vrille. Cette scène est l'illustration parfaite du chaos au sommet. Quand le chef perd la tête, quand la peur remplace la stratégie, tout le système commence à vibrer avant de casser. Cela nous ramène à notre propre rapport au contrôle. Nous aimons penser que ceux qui nous dirigent, que ce soit nos patrons, nos gouvernements ou nos parents, savent ce qu'ils font, qu'il y a un adulte dans la pièce. Mais la vérité, c'est que souvent, il n'y a personne au volant. Le pouvoir est une illusion d'optique. Ces sénateurs paniqués, ce président erratique, ce chancelier muet, ce sont juste des hommes dépassés par des événements qu'ils ont eux-mêmes déclenchés. C'est terrifiant, mais aussi libérateur de comprendre ça. Le chaos est la norme, l'ordre est l'exception. Nous passons notre vie à chercher la sécurité en nous remettant à des figures d'autorité, en pensant qu'ils ont un plan. Et si le plan n'existait pas? Et si nous étions tous en train d'improviser au bord du gouffre? La vraie force, ce n'est pas de contrôler la tempête, c'est d'apprendre à naviguer dedans quand le capitaine a sauté par-dessus bord. Êtes-vous prêt à prendre la barre de votre propre navire quand les autorités auront fait naufrage? Nous sommes arrivés à un point de non-retour. La tension est palpable, elle est physique. Si Trump met sa menace à exécution, s'il arme les Kurdes et les lance à l'assaut de l'Iran, la Turquie ne restera pas spectatrice. Erdogan frappera. Et quand la Turquie frappera, l'OTAN sera paralysée, déchirée de l'intérieur. Nous ne parlons plus d'un conflit régional pour quelques puits de pétrole ou pour l'hégémonie religieuse. Nous parlons d'un incendie qui va consumer tout le Moyen-Orient, du golfe Persique aux rives de la Méditerranée, et dont les cendres vont retomber sur l'Europe. Les réfugiés, le terrorisme, la crise économique, l'énergie. Tout cela va nous frapper de plein fouet. Les 48 prochaines heures sont critiques. C'est dans ce laps de temps que l'histoire va basculer d'un côté ou de l'autre. Le scénario du super-go, de la catastrophe totale, n'a jamais été aussi proche. Trump a annoncé que quelque chose de grand arrivait. Il aime le spectacle, il aime le suspense, mais là, les enjeux sont la vie et la mort de milliers, peut-être de millions de personnes. Friedrich Merz, avec son silence complice, a peut-être déjà scellé le sort de l'Allemagne dans cette aventure. S'il a promis en coulisses de soutenir cette offensive folle, alors nous sommes tous embarqués dans le même train fou. C'est là que l'on réalise à quel point nous sommes petits face à la marche de l'histoire. On regarde nos écrans, on voit les visages des leaders, les cartes qui changent de couleur, et on se sent impuissant. Mais il ne faut pas détourner le regard. Ce qui se passe là-bas révèle la nature profonde de notre monde. Une lutte perpétuelle pour la domination, où la morale n'est qu'un habit de cérémonie que l'on porte pour les photos et que l'on retire dès qu'on entre dans la Situation Room. La guerre, au fond, n'est jamais vraiment une surprise. C'est l'aboutissement logique de toutes nos petites lâchetés, de tous nos petits mensonges, de toutes nos petites soifs de pouvoir, mais amplifiées à l'échelle des nations. Nous regardons Trump, Erdogan, Merz, et nous les jugeons. Mais ils sont le reflet de l'humanité, avec ses peurs, son ego démesuré et sa capacité infinie à justifier le pire. Alors, je vous laisse avec cette pensée, alors que les tambours de guerre résonnent plus fort que jamais. Si le monde est un théâtre d'ombre où les alliances se font et se défont au gré des vents de la peur, quelle est votre boussole? Dans un monde où la vérité est une option et où la loyauté est une transaction, qu'est-ce qui reste de solide? Peut-être que la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre propre lucidité. Refusez d'être dupes.
Refusez de croire aveuglément aux belles histoires qu'on nous raconte pour nous endormir. Restez éveillés, analysez, questionnez. Parce que l'histoire ne s'arrête jamais, et nous en sommes, qu'on le veuille ou non, les acteurs involontaires. À très vite pour la suite, qui promet d'être historique.